Les buveurs d'océan par H. J. Magog. Chapitre 13. Perdu au fond de l'océan. Pêle-mêle avec ses passagers, le capitaine avait roulé contre le bordage du bateau échoué. Il se releva le premier et promena autour de lui ses regards hébétés. « By God !» cria-t-il, « est-ce que je rêve ?» Non moins stupéfait et quelque peu contusionné, le marquis de Glandève et Jim Sandy se redressèrent à leur tour et aidèrent leur compagne à se remettre sur pied. La position du bateau couché sur bâbord rendait cette tentative particulièrement pénible. Tant bien que mal, tous se casèrent, s'accotant au pont, qui, à demi incliné, formait derrière eux une muraille presque verticale. La paroi extérieure du bordage leur servait maintenant de plancher. Ils regardèrent l'étrange spectacle qui les entourait. Une immense vallée s'étendant à perte de vue, la masse énorme de la montagne sous-marine toute proche, dont le versant visible remontait en pente douce vers le ciel, et le sol lisse, uniforme et diversement coloré, qui avait déserté l'eau. Une vase molle et très fine le recouvrit. On n'apercevait ni pierre ni plante, çà et là seulement quelques débris épars. C'était un paysage d'une monotonie désolée et morne, que ses proportions gigantesques paraient d'horreur. « Messieurs, cria le capitaine, dont une indicible émotion empourprait le visage, nous sommes au fond de l'océan. Vraiment, dit Jim Sandy, avec un intérêt flegmatique. Au fond de l'océan, se lamenta la marquise de Glandève, qui dut soutenir sa mère presque évanouie. Susanna et Sada accueillirent l'étrange nouvelle avec une apathie indifférente. Être au fond de l'océan ou bien ailleurs leur importait peu, du moment que ceux qu'elles aimaient ne s'y trouvaient point. « Palsambleu !» plaisanta Archibald de Glandève, s'efforçant par amour-propre d'égaler le calme de son beau-père. « Voilà un incident de voyage qui sort de la banalité courante. Mais quelle peut être la cause d'un tel phénomène ?» Le capitaine répondit par un geste d'ignorance. « Cela ne saurait s'expliquer, dit-il. C'est un fait, voilà tout, l'eau est partie. » Un trou, une crevasse brusquement, ouverte à la suite d'un tremblement de terre sous-marin, risqua le marquis de Glandève. De pitié pour cette piètre hypothèse, le capitaine haussa les épaules. Une crevasse ? Il aurait fallu qu'elle fût de taille, sourit-il. On a vu des lacs et des rivières qui disparaissaient tout d'un coup, bu par un gouffre invisible, mais le Pacifique, tant d'eau, c'est inconcevable. Le marin promena de nouveau ses regards sur la mystérieuse vallée, paraissant y chercher le flot disparu. « En tout cas, conclut-il en hochant la tête, il n'y a pas de doute, nous sommes au fond. Et une question se pose, qu'allons-nous devenir ?»« Qu'allons-nous devenir ?» répéta lentement Jim Sandy, en regardant le marin, comme s'il en attendait une réponse. Ce dernier poursuivit. « Peut-être ne vous rendez-vous pas bien compte de la gravité de notre situation ? Je ne dois point vous cacher qu'elle est pire que si nous avions été jetés sur une île déserte. On y pourrait espérer le passage d'un navire, mais ici et à cette heure, tous les collègues qui naviguent dans ces parages sont comme nous, privés de jambes et logés à la même enseigne. »« En fait de jambes, il nous reste cependant les nôtres, » répondit fermement Jim Sandy. « N'est-il point possible de gagner une côte à pied ?»« En barbotant dans cette vase, » riposta le marin, en faisant entendre un petit rire sceptique. « Nous nous enliserons, monsieur. Il faudra d'abord attendre que le soleil ait formé une croûte suffisamment solide. Là n'est pas l'embarras, nous avons des vivres, et tout couché qu'il est, le bateau peut encore nous abriter. »« Mais après, » demanda le marquis, « nous ne pouvons demeurer éternellement ici. » Le capitaine laissa paraître que l'avenir l'inquiétait fort, et l'embarrassait pour le moins autant. « Pour ce qui est d'attendre les passants, le mieux est de n'y point compter, reprit-il. Nous aurions le temps de nous faire des cheveux blancs. Comme le disait M. Sandy, il n'y aura donc qu'à se mettre en route dès qu'on le pourra. »« Pour aller où ?» demanda le milliardaire. « Voilà le point délicat. Nous marcherons parce que rester immobile serait nous condamner à attendre la mort. Mais quant à vous promettre que nous arriverons quelque part, j'entends en terre habitée et civilisée, je ne saurais m'engager à ce point. Nous sommes par 5 ou 6 000 mètres de fond et à quelques milliers de nœuds de la côte la plus proche. En langage terrien, cela ferait encore trop de kilomètres pour les jambes des ladies. Telle est la situation. »
Perdu, murmura d'un air sombre Archibald de Glandève. La situation des malheureux, laissés à sec sur le sol des abysses, était épouvantable. Pendant des jours et des jours, ils auraient beau marcher. Jamais ils n'arriveraient à sortir de cette fosse immense. Et dussent-ils parvenir à en remonter les pentes, jamais il ne leur resterait assez de force pour regagner les terres hospitalières que peuple la race humaine. « Jean, gémit Susanna, moins que jamais, il m'est permis d'espérer vous revoir. » La petite figure de Sada affectait le stoïcisme cher à la race japonaise. Mais tout au fond de son cœur, une infinie mélancolie l'envahissait. Depuis quelques instants, Jim Sandy paraissait plongé dans un abîme de réflexion, presque aussi profond que la vallée au fond de laquelle il venait d'échouer. Tout à coup, il releva la tête. « En résumé, capitaine, questionna-t-il, estimez-vous que nous n'avons pas trop dévié de la route ordinairement suivie entre le Japon et l'Amérique ?» Si déviation il y eut, elle fut légère, répondit le marin. J'ai fait mon point hier, nous étions entraînés légèrement vers le nord, mais en suivant la fosse de Tuscarora, dont voici le bord méridional. Entre Yokohama et San Francisco, le trafic est important, c'est une route assez fréquentée. Certes, il y aura donc des chances, en la suivant, de rencontrer d'autres navires, échoués comme nous. La route est large, Mr. Sandy. Nous ne sommes pas sur terre. Il y a certainement des coquilles de noix semées sur cette plaine de vase, mais pour avoir quelque chance de les rencontrer, il faudrait que le hasard nous conduise y par la main. N'importe, la chance existe, il faut la tenter. C'était bien l'avis du capitaine. Pourtant, il fit une nouvelle objection. À supposer que nous réussissions, les compatriotes que nous rencontrerons ne seront guère en mesure de nous venir en aide. Le fait est qu'ils se trouveront exactement dans la même position que nous. Ils nous ravitailleront, répliqua Jim Sandy. De plus, ils constitueront des sortes de relais où nous pourrons nous reposer. L'important est d'agir et d'avancer. Tout chanceux qu'il fût, le projet du grand-père de Susanna de Glandève était encore préférable à l'inaction. Il fut donc adopté. « De quel côté nous dirigerons-nous » demanda le capitaine. « Nous dirigerons-nous vers l'est ou vers l'ouest ?»« Vers l'est » s'écria le marquis. « Regagnons l'Amérique. Nous ne voulons pas retourner au Japon. » Il n'y avait plus qu'à attendre l'œuvre du soleil. Pompant l'eau qu'il imprégnait, ses rayons réussirent vite à durcir la couche supérieure du sol vaseux et à le transformer en une croûte assez résistante pour qu'on pût s'y aventurer. Les vivres furent alors répartis entre les hommes de l'équipage et la caravane se forma. La décision prise, l'accablement avait disparu. Maintenant, les esprits étaient assez libres pour que la curiosité s'y fît jour. Les voyageurs ne pouvaient songer, sans une sorte d'enthousiasme et d'admiration craintive, qu'ils étaient les premiers à explorer ces abîmes, qu'avant eux, nul œil humain n'avait pu sonder. D'instant en instant, les regards rencontraient des formes échouées, requins des grands fonds, chimères, céphalopodes, crustacés abyssaux, formidablement armés, aux carapaces recouvertes d'épines, aux pattes démesurées. Des crabes lourds et trapus, dont certains avaient plus de 70 cm d'envergure, gisaient çà et là près des étoiles de mer, des galatodes ressemblant à des langoustines et des polychelles, que la marquise de Glandève prenait pour des écrevisses. Mais déjà la vie avait déserté tous ces corps. Sur le fond asséché, la faune des abysses était morte. « Quelle pêche on aurait pu faire !» regrettait Archibald, en s'arrêtant pour examiner les étranges poissons tombés dans la vase. Macrudae, aux grands yeux implantés dans la tête, grosse et pointue, en forme de museau, le coup de fouet d'une longue queue grêle terminant le tronc court. Sacco farindiae, difforme, dont la monstrueuse poche buccale, avec sa double herse de dents aiguës, recourbée en arrière, contraste avec le maigre corps d'anguille, poisson bronzé, brun, noir ou d'un bleu noirâtre. Aucun n'offrait aux yeux les gaies colorations, les teintes vives des nageurs de la surface. Sous les rayons du soleil, leurs cadavres gisaient sombres et sans ébrure. S'écartant de leurs dépouilles et dégainant les oursins ou les holoturies enfouis dans la vase, Susanna et Sada, en dépit de leur tristesse, ne pouvaient se lasser d'admirer les éponges abyssales. La corne d'abondance des Euplectella, superbe, et surtout la coupe des Pheronéma, avec son support en filaments irisés,
les ravissait. Mais quelle extase légitimait la dentelle des spicules dont était formé le squelette des éponges. On les eût dit en verre filé, et leur fragilité rendait plus étonnant encore le merveilleux travail de la nature, qui avait tissé de ces fils opalins et transparents les dessins élégants de ces bijoux sous-marins. La taille de certaines dépassait 1 mètre. De loin, ce n'étaient que des boules, hérissées de longues racines chevelues ou de gigantesques chapeaux haute forme. De près, cela devenait des chefs-d'œuvre, de patience et de goût, d'une extrême légèreté, à la fois souple et solide. Pendant des heures, les explorateurs marchèrent à travers ces étendues, jonchées de merveilles. Vers le soir, une masse sombre apparut à l'horizon. « Un navire !» cria le capitaine. « Parfait !» répondit Jim Sandy. « Ce sera notre auberge pour cette nuit. » Tous se hâtèrent vers l'épave. Épave était le mot, car en s'approchant, ils reconnurent que ce n'était qu'une carcasse de navire éventrée, aux 3/4 brisée et couverte de coquillages. Depuis combien de temps gisait-elle sur le fond de cet océan ? Il y avait plus que des années, des siècles peut-être, que ce vaisseau, de forme archaïque, rappelant les galères espagnoles du XVIe ou du XVIIe siècle, avait sombré au cours de quelques tempêtes et lentement était tombé dans l'abîme. Les voyageurs en firent le tour. « Ce sera quand même un abri pour la nuit », déclara philosophiquement Jim Sandy. Mais détournés de la carcasse, les marins, la main en abat-jour devant les yeux, fixaient l'horizon, où grossissait un point noir. C'était comme un gigantesque oiseau qui, très haut dans le ciel, suivait la vallée. Jim et le marquis échangèrent avec le capitaine un regard perplexe. « On dirait, » commença le marin. « Un aéroplane ?» acheva Jim Sandy. « C'en est un, monsieur. Il pique droit sur nous. Entendez-vous le moteur ?»« Alors nous sommes sauvés ?» s'écria Archibald avec allégresse. L'aéroplane était parvenu au-dessus de l'épave et s'abaissait en planant et en décrivant de grands cercles. Bientôt les 2 hommes qui le montaient devinrent visibles. Ils étaient vêtus de ces combinaisons chères aux hommes oiseaux. L'un d'eux, une jumelle aux yeux, observait curieusement les voyageurs. Ceux-ci se mirent à pousser de grands cris, en faisant des gestes de détresse. Ils s'attendaient à voir l'aéroplane atterrir, mais brusquement l'appareil s'éleva et s'éloigna. Il disparut dans la nuit tombante. Les abandonnés se regardèrent atterrés. « Qu'est-ce que cela signifie » s'exclama le capitaine. « Ils se sont cependant rendus compte que nous les appelions. »« Cela signifie qu'ils se soucient de nous comme d'une guigne » riposta le marquis indigné. « Dans les airs, aussi bien que sur terre, il peut se rencontrer des êtres qui, en présence d'une infortune, détournent la tête et continuent leur chemin, remarqua Mrs. Sandy. Ces gens-là étaient pressés, voilà tout. L'épave nous reste, conclut le milliardaire. Voyons si nous pourrons nous en accommoder. Ils y pénétrèrent par une des brèches qui trouaient le flanc du vieux vaisseau. L'industrie de milliers d'êtres en avait tapissé les parois. Dans l'eau, qui emplissait certains compartiments dont les cloisons de bois pourri avaient été remplacées par des maçonneries de coquillages, des poissons étaient demeurés prisonniers. Amenée par le courant qu'il y avait abandonné, une gigantesque méduse de plus de 2 mètres de diamètre emplissait un des compartiments de lueur vert pâle, émise par une chevelure géante de tentacules filamenteux. À la surface d'un autre compartiment flottait une multitude de globes lumineux, de la grosseur d'une orange. C'étaient des Pelagia nocticula, petites méduses photogènes, dont les navigateurs ont rencontré parfois d'immenses troupeaux qui paraissaient incendier la surface des mers. Mais les voyageurs avaient le cœur trop serré pour admirer. Seule Susanna parut captivée par ce spectacle. La visite de l'épave démontra que ses flancs percés comme une écumoire ne pouvaient offrir de gîte confortable, mais accrochés à ce qui avait été la proue de la nef et étayé par un amas de débris, une portion du pont supérieur subsistait et constituait une sorte de plateforme, sur laquelle les voyageurs pourraient s'étendre et dormir en toute sécurité. Ce n'était pas que l'abîme déserté par les eaux dût receler quelque danger. Ces monstres marins étaient morts, et l'apparition de ceux qui rendent dangereuses les nuits terrestres des citadins n'était pas à craindre dans cette vallée, si loin des continents et des hommes. Mais l'étendue, que déjà voilaient les ténèbres du soir, n'en était pas moins pleine d'inconnus pour ces voyageurs égarés dans la vallée marine. Impressionnés par l'ombre et le silence des solitudes océaniques, ils souhaitaient l'illusion d'une barrière qui les en séparât. Ces planches, encore humides,
mais dominant de quelques mètres le fond de l'océan, leur semblait un gîte préférable. Pour y atteindre, il fallut que l'ingéniosité des hommes de l'équipage construisit une sorte d'échelle avec des débris de mâts et de planches. Le seul luminaire dont disposa la caravane se composait de 3 petites lampes électriques de poche, propriété de mademoiselle Sandy, de Jim et du marquis. Comme il importait de les ménager, une seule éclaira le repas de conserve que partagèrent les hôtes de l'épave. Après quoi, la lampe fut éteinte. Chacun s'étendit sur le pont, roulé dans des couvertures et s'endormit. On avait négligé de désigner des veilleurs. À quoi bon? Quel ennemi aurait-on pu craindre? Pourtant, vers le milieu de la nuit, l'oreille inquiète du vieux Jim, qui, après l'inconscience du premier sommeil, connaissait la demi-insomnie des vieillards, perçut des bruits vagues, d'indistincts frôlements, des craquements imperceptibles. Il se dressa à demi et écouta. Soudain un cri déchira le silence de la nuit, sans interrompre les respirations lourdes des marins fatigués. Mais comme Jim, Mrs. Sandy et la marquise l'avaient entendu. « Susanna !» cria la mère angoissée. Elle était près de moi, puis elle s'est levée pour aller voir les bêtes lumineuses. Le sommeil m'a prise et je ne la vois plus, répondit la voix effarée de Sada. Réveillé aussitôt, le marquis bondit sur ses pieds et courut à l'endroit où le pont rompu laissait apercevoir l'intérieur de la carcasse. L'obscurité était profonde, mais une sorte de buée lumineuse s'élevait des compartiments pleins d'eau et projetait tout autour une lumière changeante, dont les feux étaient tantôt rouge rubis, tantôt d'un blanc de neige, qui subitement se muait en bleu de ciel. Il crut distinguer des ombres s'agitant près des lueurs. « Susanna » appela-t-il d'une voix forte. Un cri lui répondit, et les ombres disparurent. « Alerte » cria Jim Sandy, en secouant les marins. Déjà, Archibald de Glandève cherchait l'échelle, mais ses mains tâtonnantes ne rencontraient que le bois pourri des planches rompues. L'échelle n'était plus là. Tous maintenant étaient debout et se bousculaient dans les ténèbres, cherchant vainement à descendre de cette plateforme sur laquelle les avait isolés une main mystérieuse. « Elle était allée voir les lumières » répétait Sada tremblante, en fouillant l'obscurité de ses yeux pleins de larmes. En effet, le spectacle féerique avait attiré la jeune fille, qui ne parvenait pas à s'endormir. D'abord, elle s'était contentée d'admirer du haut du pont le jeu de ses gemmes au feu changeant, et c'était alors que Sada avait aperçu sa silhouette. Puis sans bruit pour ne pas réveiller ses compagnons, confiante en cette nuit calme et en cette solitude qu'elle croyait exempte de pièges, elle avait descendu l'échelle pour voir de plus près. Captivée, elle s'oubliait dans la contemplation des merveilleux poissons, éteignant et rallumant leur appareil photogène ou bien en changeant la coloration, quand soudain une main se crispa sur son épaule. Sursautant, elle se retourna et aperçut une face moqueuse, avec 2 petits yeux ironiques, que coloraient bizarrement les lueurs. Où donc avait-elle vu ce visage jaune? Et soudain elle se rappela, celui qui surgissait ainsi, c'était le docteur Kazuga.